Ma sœur a organisé un barbecue comme si me mettre à la porte était une fête de famille. Je suis venu chercher mon dernier carton et j'ai trouvé une énorme banderole rouge en travers de la cour, au revoir, le parasite. Papa était ivre et criait, 32 ans, pas de carrière, aucune honte. Ta mère a perdu des années à te nourrir. Ma sœur m'a jeté un hot dog. Prends ta dernière aumône et pars. Je n'ai pas scié. J'ai pris une seule photo d'eux en train d'acclamer sous cette banderole et je suis parti. Le lendemain matin, ma sœur a écrit, parle. Maintenant. Papa a écrit, j'étais ivre. Je ne pensais pas un mot de tout ça. Maman a laissé un message, s'il te plaît, réponds. Je t'en supplie. Je m'appelle Lena Whittaker et j'avais 32 ans quand ma sœur s'est retournée contre moi, me jetant à la porte lors d'une fête dans le jardin. Je suis revenu ce samedi après-midi pour un dernier carton, rien de plus. Et au moment où je me suis garé, j'ai vu une géante banderole rouge tendue en travers de la cour qui disait « Au revoir, le parasite ». Le barbecue fumait. La musique jouait. Les voisins tenaient des assiettes en carton. Et tout le monde avait l'air d'avoir attendu mon arrivée pour que le vrai spectacle puisse commencer. Mon père était déjà ivre, agitant une bière comme s'il portait un toast, criant que je n'avais pas de carrière, aucune honte, et que ma mère avait perdu des années à nourrir une femme adulte qui aurait dû comprendre la vie depuis longtemps. Ma sœur se tenait près du patio avec le plus grand sourire sur son visage. Comme si m'humilier était la plus fière tradition familiale que nous avions. Puis, elle a reniflé, a ramassé un hot dog et l'a jeté sur ma voiture. Il a heurté la portière et a glissé lentement pendant que les gens riaient. Elle a crié que je devais prendre ma dernière aumône et partir. Je me souviens du calme étrange en moi. Pas de tristesse, pas de peur, juste une pensée claire. Ils croient vraiment que je suis le fardeau. Alors, je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. Je ne leur ai pas donné la crise de nerfs qu'ils espéraient. J'ai levé mon téléphone, j'ai pris une photo nette de cette banderole et de chaque personne qui la clamait en dessous, j'ai mis mon dernier carton dans le coffre et je suis parti en voiture. Ils riaient encore quand j'ai tourné au coin de la rue. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma sœur a envoyé un texto, parle maintenant. Mon père a écrit, j'étais ivre. Je ne pensais pas un mot de tout ça. Ma mère a laissé un message vocal disant, s'il te plaît, réponds. Je t'en supplie. Avant de vous dire ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage avant que la vérité n'éclate enfin. L'histoire que ma famille racontait sur moi était assez simple pour que les gens la répètent sans réfléchir. J'avais 32 ans, j'étais célibataire, de retour chez mes parents, et soi-disant encore en train d'essayer de comprendre quoi faire de ma vie. Pour eux, travailler sur un ordinateur portable ne comptait pas comme une vraie carrière. Si je ne rentrais pas à la maison couverte de sciure de bois, tenant des outils, soulevant des pierres, ou debout dehors dans la chaleur du Tennessee jusqu'à ce que ma chemise soit trempée, alors je ne devais rien faire d'important. Ma sœur aînée Brooke aimait le plus cette version car cela la faisait passer pour celle qui avait réussi. Elle se disait le visage de Whittaker Outdoor Living, la petite entreprise familiale de rénovation de jardin de notre famille à Franklin, dans le Tennessee. Ils construisaient des patios, des pergolas, des foyers, des cuisines extérieures et des stations de grillades coûteuses pour les familles qui voulaient que leur jardin ressemble à des pages de magazines. Brooke publiait des vidéos d'elle-même marchant sur les chantiers avec des lunettes de soleil sur la tête, parlant des valeurs familiales, du travail acharné et de la construction de beaux espaces où les souvenirs pouvaient se créer. Elle avait un sourire éclatant, une voix forte et le genre de confiance que les gens confondent avec de la compétence quand ils ne voient qu'une vidéo bien polie en ligne. Elle ne mentionnait jamais que la plupart de ses projets ne respectaient les délais que parce que j'étais derrière un ordinateur à nettoyer le désordre qu'elle laissait derrière elle. Mon père, Ron, avait lancé l'entreprise des années plus tôt en tant qu'installateur qualifié. Il s'y connaissait en mesure, en pierre, en bois, en charpente, en drainage et en la façon de mettre un îlot de barbecue à niveau sur un sol inégal. Ce qu'il ne connaissait pas, c'était les logiciels, les permis, les contrats, les avis en ligne, la communication avec les clients ou la façon de répondre à un client sans avoir l'air offensé qu'il pose des questions. Ma mère, Marcia, s'occupait de la maison et souriait à côté de Brooke sur les photos de l'entreprise familiale, mais elle ne se demandait jamais d'où venait l'argent quand les factures étaient payées à la dernière minute. Elle préférait la paix à la vérité. Et dans notre maison, la paix signifiait généralement que tout le monde prétendait que Brooke était capable.
Papa était raisonnable, et j'avais de la chance d'être toléré. Chacun avait un rôle. Brooke recevait les louanges. Papa jouait le rôle du constructeur de la vieille école qui savait tout. Maman pouvait croire que sa famille était encore respectable, et je devais être invisible. 3 ans avant ce barbecue, je suis retourné vivre à la maison après une rupture et une location qui s'est terminée plus vite que prévu. Mon propriétaire a vendu la maison de ville que je louais, et j'avais besoin de quelques mois pour me réinitialiser. Je me suis dit que c'était temporaire. J'avais mon propre travail à distance en tant que consultante en conformité et en système de projet pour de petits entrepreneurs. Donc, je payais mes propres factures, j'achetais ma propre nourriture quand je le pouvais, et je restais la plupart du temps à l'écart. La première fois que j'ai aidé l'entreprise familiale, c'était parce que Brooke avait oublié de soumettre un permis de compter pour une couverture de patio et le client menaçait d'annuler. Elle est entrée dans la cuisine en agitant son téléphone, disant que le bureau du comté était impossible et que le client était dramatique. J'ai demandé à voir le dossier. Il n'y avait pas de dossier. Il y avait des captures d'écran, des formulaires à moitié remplis, un certificat d'assurance périmé et un contrat avec la mauvaise adresse de projet. J'ai réglé le problème ce soir-là. J'ai appelé le bureau des permis le lendemain matin, j'ai téléchargé les documents manquants, j'ai corrigé l'adresse et j'ai sauvé le contrat. Brooke a dit à tout le monde qu'elle avait géré un problème de paperasse. J'ai laissé couler parce que c'est ce que je faisais à l'époque. Je laissais couler les choses. Puis un autre problème est survenu. Un fournisseur avait besoin d'un paiement avant de libérer des terrasses en composite. Un client voulait un calendrier d'installation mis à jour. L'assurance d'un sous-traitant avait expiré. Un avis Google accusait l'entreprise d'ignorer un client parce que Brooke n'avait pas répondu aux emails pendant 2 semaines. J'ai réglé cela, aussi. Un problème est devenu 5. 5 sont devenus un système. Avant longtemps, je gérais les parties de Whittaker Outdoor Living que personne ne respectait jusqu'à ce qu'elles tombent en panne. La chose étrange n'était pas que ma famille ait besoin d'aide. Les familles ont parfois besoin d'aide. La chose étrange était que plus j'aidais, plus ils devenaient à l'aise pour me qualifier d'inutile. C'est ainsi que le mensonge a grandi. Chaque facture que je corrigeais rendait Brooke plus professionnel. Chaque permis que je suivais rendait papa plus fiable. Chaque client en colère que je calmais permettait à maman de se sentir en sécurité. Chaque échéance que je rattrapais devenait une raison de plus pour eux de prétendre que tout allait bien. Et d'une certaine manière dans leur version, j'étais toujours celle qui prenait trop de place. Dès la 2e année, j'en savais plus sur Whittaker Outdoor Living que Brooke. Et c'était la vérité. Personne dans cette maison ne voulait le dire à voix haute. Je savais quel fournisseur livrait toujours en retard à moins de confirmer la commande 2 fois. Je savais quel inspecteur du comté préférait les appels matinaux parce qu'après le déjeuner, il ne répondait plus. Je savais quel sous-traitant était excellent pour le travail de la pierre mais terrible pour le nettoyage, quel client avait besoin de mise à jour hebdomadaire, quels travaux étaient sous-évalués. Et quelles photos Brooke publiait en ligne provenaient en fait de projets que j'avais sauvés pour éviter des remboursements désastreux. Je savais quels propriétaires étaient patients, lesquels étaient à un appel manqué de laisser un avis, et quels chefs de projet d'autres entreprises respectaient discrètement notre travail uniquement parce qu'ils me parlaient généralement à moi. J'ai construit un système de suivi des prospects parce que Brooke perdait les demandes des clients dans les messages directs. J'ai fait une liste de contrôle pour chaque type de projet pour que les installateurs arrêtent de se présenter sans les bons matériaux. J'ai créé des modèles de mai pour que Brooke arrête d'avoir l'air sur la défensive quand les clients posaient des questions normales. J'ai organisé les dossiers de permis par comté, par statut de paiement, par date d'installation et par date limite d'inspection. J'ai défini des rappels pour les renouvellements d'assurance parce que papa avait une fois envoyé une équipe sur un chantier avec un certificat expiré et avait agi comme si le client était dramatique de s'en soucier. J'ai répondu aux messages tard dans la nuit de propriétaires qui avaient dépensé 40 000 ou 50 000 $ et qui voulaient savoir pourquoi personne n'avait confirmé leur fenêtre de livraison. J'ai fait tout cela tout en faisant mon vrai travail. C'était la partie que ma famille aimait ignorer. Je n'étais pas assise à la maison à attendre qu'ils me nourrissent. J'avais mes propres clients. J'aidais de petits entrepreneurs à construire des systèmes pour qu'ils arrêtent de perdre de l'argent à cause de mauvaises formalités administratives, de permis manquants, de contrats fragiles, de conditions de paiement peu claires et d'une communication négligée. Des étrangers me payaient bien pour les mêmes compétences dont ma famille se moquait tous les jours. Brooke m'appelait la fille au clavier.
Papa disait que je ne tiendrais pas un après-midi à faire un vrai travail. Maman riait doucement et me disait de ne pas être sensible, comme si être insulté dans sa propre cuisine était un test de personnalité. L'argent était un problème pire encore. Je couvrais les choses discrètement parce qu'au début je pensais protéger la famille. Quand la carte de l'entreprise a été refusée pour un acompte sur le bois, je l'ai payé et je me suis dit qu'il me rembourserait. Quand le travail de papa a nécessité des réparations avant une grande installation, j'ai envoyé de l'argent parce que manquer ce chantier aurait fait du tort à tout le monde. Quand l'abonnement au logiciel de conception était sur le point d'être annulé, j'ai utilisé ma carte parce que Brooke avait une présentation le lendemain matin et aucune idée de comment exporter le plan 3D sans cela. Quand la facture d'électricité à la maison était en retard, maman a dit qu'elle était gênée et m'a demandé de ne pas le dire à papa, alors je l'ai couverte. Quand un client a exigé un remboursement parce que Brooke lui avait donné la mauvaise date de début, j'ai négocié un crédit partiel et j'ai payé les frais de livraison express qui les ont empêchés de partir. J'ai même payé une commande de pierre de remplacement une fois parce que papa avait mal pris les mesures et que Brooke avait essayé de blâmer le fournisseur. Aucune de ces choses ne semblait dramatique sur le moment. C'est comme ça que les gens comme moi se font piéger. On ne nous demande généralement pas de porter toute la montagne d'un coup. On nous donne une pierre à la fois jusqu'à ce qu'un jour nous réalisions que tout le monde marche librement parce que le poids est sur notre dos. Je tenais des registres parce que mon travail m'avait formé à tenir des registres, pas parce que j'avais planifié une vengeance depuis le début. Virement bancaire, reçu, capture d'écran, confirmation de paiement, message texte, sauvetage de client, note de projet. L'argent direct que j'avais injecté dans l'entreprise et la maison a finalement dépassé les 78 419 $. Si je comptais mon travail non rémunéré même à un tarif de consultation prudent, le total grimpait beaucoup plus haut. Mais dans cette maison, la vérité n'avait pas d'importance à moins que Brooke ne puisse la publier comme sa réussite. Elle se tenait dans le jardin pendant les repas de famille, disant aux invités qu'elle avait construit la marque de l'entreprise à partir de zéro. Papa hochait la tête avec fierté. Maman disait que Brooke avait toujours été l'ambitieuse. Parfois, je me tenais juste là, tenant un plateau de nourriture. J'en ai acheté en écoutant mon propre travail être remis à quelqu'un d'autre comme une faveur de fête. La partie la plus cruelle n'était pas qu'ils oubliaient de me remercier. C'était qu'ils se mettaient en colère chaque fois que mon utilité les faisait se sentir exposés. Si je corrigeais Brooke gentiment, elle disait que j'étais jalouse. Si je rappelais une échéance à papa, il me traitait de petite chef. Si je demandais à maman pourquoi personne ne reconnaissait jamais ce que je payais, elle disait « Cette famille ne tient pas les comptes ». Cette phrase est devenue son bouclier, mais seules certaines personnes n'étaient pas autorisées à tenir les comptes. Brooke tenait les comptes à chaque fois que j'utilisais la salle de bain des invités trop longtemps. Papa tenait les comptes à chaque fois qu'il voyait ma voiture dans l'allée et décidait que je n'avais pas avancé dans la vie. Maman tenait les comptes à chaque fois qu'elle mentionnait les courses, l'électricité, ou la chance que j'avais d'avoir un toit. Ils comptaient tout ce qu'ils pensaient que je leur devais. Ils appelaient cela moche seulement quand je comptais ce qu'ils m'avaient pris. La semaine où tout a changé a commencé avec une cliente nommée Madame Callahan. Elle et son mari payaient pour un projet de jardin complet avec un patio couvert, une cuisine extérieure, un muret en pierre, un barbecue encastré et de l'éclairage. C'était le genre de projet que Brooke aimait parce que les photos auraient l'air coûteuses en ligne. C'était aussi le genre de projet que Brooke détestait gérer parce que les clients qui paient cher s'attendent à des détails et c'est dans les détails que Brooke commençait toujours à s'effondrer. Le dossier Callahan était un désastre quand je l'ai trouvé. 2 versions du plan de conception, une pièce jointe de permis manquante, une facture de fournisseur qui n'avait pas été payée, un sous-traitant programmé pour la mauvaise semaine. Brooke avait promis une date de début qu'elle ne pouvait pas respecter. Le forfait d'éclairage dans la proposition ne correspondait pas à celui de l'estimation. Le modèle de barbecue répertorié dans l'email du client était différent de celui commandé au fournisseur. J'ai passé 3 nuits à tout nettoyer. J'ai envoyé le dossier de permis corrigé. J'ai confirmé le fournisseur. J'ai reconstruit le calendrier du client. J'ai écrit à Brooke une mise à jour claire qu'elle pourrait envoyer comme si elle venait d'elle. Elle n'a même pas changé la formulation. Elle l'a copiée, l'a envoyée et a dit plus tard à papa qu'elle avait sauvé le projet Callahan grâce à son leadership. Quelque chose en moi est devenu très calme après cela. Pas en colère d'une manière bruyante, mais terminé d'une manière silencieuse. Vers la même époque, j'ai surpris Brooke dans la cuisine en train de parler à un voisin. Elle a dit, Léna a besoin d'un coup de pouce.
Elle est devenue trop à l'aise ici. Le voisin a demandé si je l'aidais encore pour l'entreprise. Brooke a ri et a dit, elle répond à quelques emails. Cela l'occupe. C'est cette phrase qui a mis le feu aux poudres. Pas parce que c'était la pire chose qu'elle ait jamais dite, mais parce que cela prouvait qu'elle comprenait exactement comment faire paraître mon travail insignifiant. Elle n'était pas confuse. Elle n'était pas ignorante. Elle avait appris comment me réduire en public pour pouvoir m'utiliser en privé. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai nommé dossier final. J'ai construit une chronologie remontant à 30 mois. J'ai joint des relevés bancaires, des captures d'écran, des confirmations de factures, des textos de Brooke me demandant de réparer des choses, des messages de maman me demandant de couvrir des factures, et des photos des tableaux de travail que j'avais créés. J'ai exporté des rapports de prospects montrant que le temps de réponse aux clients s'était amélioré après avoir repris la boîte de réception. J'ai sauvegardé des captures d'écran d'avis où les clients remerciaient l'entreprise pour la communication qui venait de moi. J'ai fait des totaux prudents parce que je connaissais ma famille. Si j'arrondissais un seul chiffre trop haut, ils utiliseraient cette minuscule fissure pour nier tout le mur. Pendant que je construisais le dossier, je préparais mon départ. Un de mes clients extérieurs, un groupe d'entrepreneurs basé à Denver, m'a offert un contrat plus solide, une meilleure rémunération, des horaires clairs, un cadre écrit, le respect. J'ai signé le contrat sans le dire à personne. J'ai trouvé un petit appartement et payé la caution. J'ai loué un box de stockage près de l'autoroute et j'ai commencé à déménager des choses par lot. Les manteaux d'hiver d'abord, puis les livres, puis mon deuxième écran, puis les articles de cuisine que j'avais achetés avec mon propre argent, puis les dossiers personnels, les vieilles photos, les dossiers fiscaux. Et la boîte de choses que je ne voulais pas qu'elle touche si elle se mettait en colère. J'ai pris les documents qui comptaient le plus et j'ai laissé derrière moi les choses qu'il ne ferait pas mal de perdre. Au moment où Brooke a décidé que je devais partir, la moitié de ma vie avait déjà disparu de cette maison. Elle l'a annoncé un vendredi matin alors que j'examinais le tableau de bord d'un client. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, et a dit que la famille avait parlé. J'avais jusqu'au samedi après-midi pour prendre mon dernier carton et commencer à agir comme une adulte. Papa se tenait derrière elle, reniflant, prétendant que la décision concernait la discipline et non le fait qu'il aimait avoir quelqu'un à mépriser. Maman ne voulait pas croiser mon regard. Elle a dit, peut-être que cela t'aidera à grandir. Je les ai regardés chacun leur tour et j'ai compris quelque chose qui m'a libéré. Ils ne me voulaient pas indépendante. Ils me voulaient humiliée. Ils me voulaient assez petite pour avoir besoin du pardon des personnes qui vivaient de mon silence. Alors j'ai hoché la tête. J'ai dit, très bien. Cela a déçu Brooke. Elle avait voulu une dispute. Elle avait voulu des larmes. Au lieu de cela, elle a obtenu de la logistique. Avant de quitter cette pièce, j'ai envoyé un email de mon compte personnel à Brooke et j'ai mis la boîte de réception de l'entreprise en copie. Il disait qu'avec effet immédiat, je ne fournirais plus de soutien non rémunéré pour l'administration, les permis, la communication avec les clients, les logiciels, les fournisseurs, les paiements ou les urgences pour Whittaker Outdoor Living. J'ai retiré ma carte personnelle de chaque compte de facturation de secours où elle n'avait jamais eu sa place en premier lieu. Je me suis déconnecté des outils partagés liés à mon email. J'ai exporté mes fichiers personnels. Je n'ai pas supprimé les dossiers de l'entreprise. Je n'ai rien endommagé. J'ai simplement cessé d'être le système caché. Brooke n'a jamais lu l'email attentivement. Elle était trop occupée à planifier le barbecue. Pour elle, la banderole était la punition. Pour moi, c'est devenu la preuve. Le lendemain du barbecue, mon téléphone a commencé à vibrer avant que je n'ai terminé mon café. Le premier texto de Brooke disait, « Parle maintenant ». Pas d'excuses, pas d'explications, juste un ordre, comme si j'étais encore assise à l'étage à attendre d'être utile. Une minute plus tard, papa a envoyé un texto, j'étais ivre. Je ne pensais pas un mot de tout ça. C'était presque drôle parce que personne ne l'avait encore accusé. Il se défendait avant même que je ne réponde, ce qui me disait qu'il s'en souvenait assez pour avoir peur. Puis maman a appelé 3 fois de suite. Sa voix sur le message vocal était douce et tremblante. « Léna, s'il te plaît, réponds. Je t'en supplie. Nous devons comprendre ce qui se passe. » Ce qui se passait était simple. Pour la première fois depuis des années,
Whittaker Outdoor Living devait fonctionner sans que j'absorbe les conséquences. Le kit de cuisine extérieure Callahan n'était pas libéré parce que la facture du fournisseur n'avait pas été payée. La carte de secours au dossier était la mienne. Je l'avais retirée. L'inspection du permis n'avait pas été confirmée parce que Brooke avait ignoré l'email du comté que j'avais signalé 2 fois avant de partir. Le dossier du projet comportait 3 versions obsolètes du plan parce que personne n'avait suivi le système de nommage que j'avais créé. Le client appelait et Brooke ne savait pas quel document était le définitif. Le camion de papa avait besoin de carburant pour un ramassage de matériel le matin et la carte de carburant était au plafond parce que personne n'avait rapproché les 2 dernières dépenses. Maman paniquait parce que 2 factures du ménage qu'elle pensait régler n'avaient été réglées que parce que je les avais discrètement couvertes dans le passé. À 9h30, Brooke a envoyé 5 autres messages. Où est le dossier Callahan? Quel mot de passe as-tu changé? Ce n'est pas drôle. Tu fais de la peine à maman. Si ce chantier est annulé, ce sera de ta faute. Ce dernier message m'a montré qu'elle ne comprenait toujours pas. Je n'avais pas changé le mot de passe. Je n'avais pas caché le dossier. Je n'avais pas annulé le chantier. J'avais simplement cessé de me tenir entre Brooke et le travail qu'elle prétendait faire. Vers midi, un employé nommé Mason m'a envoyé un texto en privé. Il était l'une des rares personnes à avoir toujours été correcte. Il a écrit « Je ne savais pas ce qui s'était passé hier jusqu'à ce matin. J'ai vu une photo. C'était n'importe quoi. Je suis désolé. Je n'ai pas demandé quelle photo. Je le savais déjà. » Quelqu'un au barbecue avait posté une photo souriante avec la banderole rouge en arrière-plan. Ils avaient probablement pensé que c'était drôle quand ils l'avaient téléchargé. Ils pensaient probablement que les gens riraient de voir la famille expulser enfin le problème. Mais la cruauté publique vieillit mal une fois que les gens réalisent que la cible était celle qui maintenait tout ensemble. Ce n'est pas devenu viral de la façon dont les gens l'imaginent. Ce n'était pas nécessaire dans une entreprise locale. La réputation voyage à travers les quartiers, les clients, le personnel, les fournisseurs, les parkings d'église, les files d'attente pour récupérer les enfants à l'école, et les personnes qui reconnaissent la cruauté quand ils la voient. Dans l'après-midi, Madame Callahan a envoyé un email à Brooke et a mis la boîte de réception de l'entreprise en copie. Elle a dit que si le statut du permis et la confirmation du fournisseur n'étaient pas clarifiés d'ici le lendemain matin, elle souhaitait discuter des conditions d'annulation et de remboursement. L'email était professionnel, ce qui le rendait d'une certaine manière pire. Les clients en colère vous donnent une émotion avec laquelle discuter. Les clients calmes vous donnent des conséquences. Brooke m'a transféré l'email avec un seul mot, répare. J'ai regardé ce mot pendant un long moment. Pas s'il te plaît, pas désolé, pas je comprends maintenant. Répare. C'était tout ce que j'avais toujours été pour eux. Une réparation. Un pansement. Un contact d'urgence caché pour une vie qu'ils voulaient s'attribuer le mérite de gérer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai imprimé le dossier que j'avais déjà préparé. 36 pages, chronologie, toto, transfert, capture d'écran, sauvetage de clients, journaux de permis, reçus de fournisseurs, email où Brooke suppliait de l'aide et prétendait plus tard l'avoir fait elle-même. J'ai ajouté une page de plus ce matin-là avec des captures d'écran de ces textos des dernières heures parce qu'ils prouvaient le même schéma mieux que n'importe quel discours. Tout à la fin, j'ai placé la photo que j'ai prise sous la banderole. Tout le monde souriait, tout le monde était certain de me regarder perdre. Ce soir-là, maman a laissé un dernier message vocal. Elle pleurait plus fort cette fois. Elle a dit, quoi que nous ayons fait, nous pouvons en parler. S'il te plaît, ne punis pas toute la famille. J'ai failli la rappeler. Ce vieux réflexe m'a traversé comme un fantôme. La calmer. Expliquer. Faciliter les choses. Protéger la maison de la tempête. Même quand la maison avait contribué à la créer. Puis je me suis souvenu du hot-dog glissant sur la portière de ma voiture pendant qu'il riait. Je me suis souvenu de papa disant que ma mère avait perdu des années à me nourrir. Je me suis souvenu du visage de Brooke sous cette banderole, fière d'elle-même. J'ai donc envoyé un seul texto à la discussion de groupe. Lundi, midi, lieu public. J'expliquerai une fois. Brooke a répondu immédiatement. Viens à la maison. La rapidité de sa réponse m'a dit qu'elle pensait toujours que les murs lui donnaient du pouvoir. Elle voulait toujours la cuisine familiale,
les chaises familières, maman pleurant dans le coin, papa élevant la voix, Brooke se tenant au-dessus de moi comme un juge. J'ai répondu, non, tu voulais un public quand je suis parti. Tu peux gérer une table quand tu demandes pourquoi. J'ai choisi un restaurant près de l'autoroute parce qu'il était assez animé pour garder tout le monde sous contrôle et assez ordinaire pour rendre leur performance ridicule. Brooke est arrivée la première, ce qui m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle portait une veste de tailleur comme si c'était une réunion d'affaires, mais ses yeux étaient gonflés et sa mâchoire était serrée. Papa s'est assis à côté d'elle, sobre et embarrassé, regardant fixement un café auquel il n'avait pas touché. Maman s'est assise de l'autre côté avec des mouchoirs à la main, déjà préparée à pleurer si les faits devenaient trop lourds. Je me suis glissé dans la banquette en face d'eux et j'ai placé le dossier sur la table. Brooke l'a regardé comme si le papier l'avait personnellement trahi. Elle a dit, si c'est à propos d'hier, c'était une blague qui est allée trop loin. J'ai dit, il ne s'agit pas d'une blague. Il s'agit de la différence entre ce que vous m'avez appelé et ce que j'ai porté. Elle a levé les yeux au ciel, mais elle a ouvert le dossier. La première page était un résumé. Soutien financier direct, 78 419 $. Estimation prudente du travail non rémunéré à plus de 120 000 $. Client sauvé, 47. Problème de permis corrigé, 19. Litige avec les fournisseurs résolu, 11. Emplois annulés évités, 6. Brooke a cessé de bouger. Papa s'est penché plus près. Maman a chuchoté, Lena. Je lui ai dit de ne pas prononcer mon nom comme cela à moins qu'elle ne soit prête à lire. La serveuse est passée pour demander si nous avions besoin de quelque chose. Et pendant quelques secondes, tous les trois ont eu l'air douloureusement normaux, comme n'importe quelle autre famille ayant un déjeuner tendu. C'était la partie étrange. Les gens qui vous font du mal ne ressemblent pas toujours à des monstres en public. Parfois, ils ont l'air fatigués, effrayés et ordinaires, c'est pourquoi il faut des preuves pour vous empêcher de vous adoucir trop tôt. Brooke a tourné la page trop vite et a dit que les chiffres étaient gonflés. J'ai demandé lequel. Elle a pointé du doigt les paiements des logiciels de conception. Je lui ai montré les reçus. Elle a pointé du doigt les frais des fournisseurs. Je lui ai montré les textos où elle m'avait demandé de les couvrir jusqu'à vendredi. Elle a pointé du doigt l'estimation de la main-d'œuvre et a dit, tu ne peux pas facturer la famille pour avoir aidé. Je l'ai regardé et j'ai dit, alors tu ne peux pas traiter la famille de parasites pour avoir aidé. Papa a bougé sur son siège. Je suis passé à sa section ensuite. Réparation du camion, transfert de carburant, paiement de ramassage de matériel d'urgence, un rappel de renouvellement d'assurance qu'il avait ignoré jusqu'à ce que je m'en occupe. Son visage a changé quand il a vu le reçu de réparation du camion parce qu'il s'est souvenu de ce jour-là. Il avait remercié Brooke d'avoir trouvé un moyen de garder le camion sur la route. Brooke ne l'avait jamais corrigé. La section de maman était plus petite mais plus laide d'une manière différente. Facture d'électricité, courses, paiement de la maison couvert pendant quelques jours quand elle disait que l'argent manquait, message privé me disant de ne pas le dire à papa. Elle a commencé à pleurer pour de vrai à ce moment-là, mais j'avais appris que les larmes ne signifient pas toujours que l'on assume ses responsabilités. Parfois, elles sont juste le son que font les gens quand le miroir fonctionne enfin. Brooke a trouvé la photo à la fin, la banderole, le jardin, papa avec la bière, maman près de la table. Brooke se tenant devant comme si elle avait prévu une fête de la victoire. Son visage a pâli d'une manière que l'argent n'avait pas causée. Elle comprenait mieux l'image que la vérité. Elle a dit, pourquoi as-tu pris cela? J'ai dit, parce que je savais que tu mentirais sur ce qui s'est passé. Papa s'est éclairci la gorge et a dit qu'il était ivre. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, tu étais assez sobre pour t'assurer que tout le monde t'entende. Il a de nouveau baissé les yeux. Maman a dit, nous étions frustrés. Nous pensions que tu avais besoin d'un coup de pouce. J'ai dit, non, vous vouliez un spectacle. Brooke a craqué alors. Elle a dit que j'appréciais cela, que j'avais attendu que l'entreprise soit en difficulté pour me sentir puissante. Que si le projet Callahan s'effondrait, des gens pourraient perdre leur travail. C'était là, le cercle de culpabilité s'élargissant exactement comme prévu. Les employés, les clients, la famille, les factures. La survie de chacun reposait soudainement à nouveau sur mes épaules. Je l'ai laissé finir parce que l'interruption avait toujours été leur arme, pas la mienne. Puis j'ai demandé, quand tu as jeté ce hot-dog sur ma voiture,
t'inquiétais-tu pour les employés à ce moment-là? Quand papa a crié que maman avait perdu des années à me nourrir, pensais-tu aux clients? Quand tu te tenais sous cette banderole en riant, était-ce pour le bien de l'entreprise? Brooke a détourné le regard en premier. C'était la première victoire. J'ai sorti une deuxième enveloppe de mon sac et je l'ai placée à côté du dossier. Brooke l'a ouverte avec méfiance. À l'intérieur, il y avait des noms et des numéros, un comptable, un démarcheur de permis, un consultant en gestion de la relation client, un avocat spécialisé dans les petites entreprises, un spécialiste des paiements aux fournisseurs, un courtier en assurance. Brooke a fixé la liste et a dit, « Qu'est-ce que je suis censé faire avec cela ?» J'ai dit, « Payer des professionnels pour le travail que tu as dit à tout le monde que je ne faisais pas. » Cela l'a frappé plus durement que je ne m'y attendais. Pas parce qu'elle se sentait désolée, mais parce que payer des gens prouverait que le travail avait de la valeur. Papa a finalement demandé ce que je voulais. Cette question m'a presque rendu triste. Il pensait toujours que c'était une négociation. Il pensait que j'étais venu avec un prix. J'ai dit, je veux que vous arrêtiez de m'appeler un parasite. Je veux que vous arrêtiez de dire aux gens que je n'ai rien apporté. Je veux que vous compreniez que je ne reviens pas pour réparer votre entreprise, vos factures, vos emails, vos permis, vos appels clients, ou votre culpabilité. Maman a chuchoté que nous étions une famille. J'ai dit que la famille aurait dû compter avant la banderole. Brooke m'a regardé avec une pure colère. Puis le genre qui vient quand quelqu'un perd le contrôle de la personne qui l'a sous-estimé. Elle a dit, si tu nous quittes comme ça, nous pourrions tout perdre. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et je les regardai droit dans les yeux. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû célébrer la perte de la personne qui savait comment tout fonctionnait. Papa a dit mon nom une fois, plus doucement que je ne l'avais jamais entendu le dire. Je ne me suis pas retourné. Maman a commencé à pleurer plus fort. Brooke n'a rien dit parce que pour une fois, il n'y avait aucune version de l'histoire où elle avait l'air d'une héroïne. Je suis sorti avant qu'aucun d'eux ne puisse transformer ma sortie en une autre dispute. Pour la première fois depuis des années, j'ai quitté une conversation familiale sans porter quoi que ce soit qui leur appartenait. Le chantier Callahan a été annulé 3 jours plus tard. Pas parce que j'y ai touché, pas parce que je l'ai saboté. Parce que Brooke ne pouvait pas produire de mise à jour claire du permis, le fournisseur ne libérait pas les matériaux sans paiement, et la cliente avait déjà vu suffisamment de comportements non professionnels pour faire confiance à son instinct. Son avis était court, calme et dévastateur. Mauvaise communication, manque de coordination et conduite inquiétante de la part de la direction de l'entreprise. Dans une entreprise bâtie sur la confiance locale, ce genre d'avis ne crie pas. Il se propage. Un autre client a repoussé un projet de pergola. Un fournisseur a passé Whittaker Outdoor Living à des conditions de prépaiement. Mason a démissionné après que Brooke l'a blâmé pour une erreur de planification qui venait de ses propres notes. Papa a essayé de retourner sur le terrain à plein temps, mais il était plus vieux, plus lent et trop fier pour admettre que l'entreprise avait dépassé la façon dont il la dirigeait autrefois. Maman a continué à m'appeler depuis des numéros inconnus jusqu'à ce que je les bloque aussi. La photo de la banderole n'est pas devenue un scandale national. Elle a fait quelque chose de plus réaliste et de plus douloureux. Elle s'est propagée discrètement à travers le cercle exact que Brooke avait passé des années à essayer d'impressionner. Un voisin l'a envoyé à quelqu'un de l'association des propriétaires. Quelqu'un d'autre a reconnu le logo de Whittaker Outdoor Living sur la chemise de Brooke. Un ancien client m'a envoyé un message et a dit « Je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. » Un fournisseur local a arrêté de plaisanter avec papa au comptoir des fournitures. Les gens n'avaient pas besoin d'une longue explication. Ils voyaient une entreprise familiale qui vendait des souvenirs de jardin utiliser un jardin pour humilier l'un des leurs. Cette contradiction a fait plus de dégâts que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. En moins de 2 mois, Brooke n'était plus le visage public de l'entreprise. Elle a appelé cela prendre du recul pour restructurer. Tout le monde savait à quoi s'en tenir. Elle a pris un emploi de vendeuse dans une salle d'exposition de meubles d'extérieur, souriant à côté d'ensemble de patios qu'elle se vantait de concevoir auparavant. Papa a continué à prendre de petits travaux pour couvrir ses dettes. Maman a vendu des bijoux dont elle disait autrefois qu'ils resteraient dans la famille. Leur maison n'a pas disparu, mais le confort, oui. L'histoire facile avait disparu. Il ne pouvait plus me qualifier d'inutile sans que quelqu'un ne demande pourquoi tout s'était détérioré après mon départ. Brooke m'a envoyé un texto une fois tard dans la nuit,
3 mois après le restaurant. Je ne savais pas à quel point tu en faisais. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, tu en savais assez pour en profiter. Elle n'a pas répondu. J'ai déménagé à Denver avant la première neige. Mon appartement était petit, calme et à moi. Personne ne criait à travers la porte. Personne ne traitait mon ordinateur portable comme un jouet tout en dépendant de l'argent qu'il rapportait. Mes nouveaux clients payaient des acomptes à l'avance. Mes contrats avaient des limites claires. Pas d'urgence à minuit sans un accord signé. Pas de travail émotionnel non rémunéré déguisé en loyauté. Pas de nettoyage de désastre pour des personnes qui insultaient la personne qui tenait le balai. Dans les 6 mois, mon travail de consultante est devenu une société à responsabilité limitée. J'aidais les petits entrepreneurs à créer des listes de contrôle pour les permis, des pipelines de clients, des systèmes de paiement, des plans de récupération d'avis et des processus de communication qui ne reposaient pas sur une femme épuisée sauvant discrètement tout le monde. Le plus drôle, c'est qu'une fois que j'ai travaillé avec des gens qui respectaient mes compétences, je suis devenu meilleur dans ce domaine. La paix m'a rendu plus affûté. Les limites m'ont rendu plus gentille, pas plus froide. Je pense encore parfois à cette photo. La banderole rouge, les assiettes en carton, mon père ivre et bruyant, ma mère silencieuse, ma sœur souriant comme si la cruauté était un accomplissement familial. Pendant longtemps, j'ai pensé que la photo capturait le pire moment de ma vie. Maintenant, je le vois différemment. Elle a capturé le dernier moment où je les ai laissés me définir. La leçon que j'ai apprise n'est pas que la vengeance signifie détruire les gens. La véritable responsabilité ne vous oblige pas à tout brûler. Parfois, tout ce que vous avez à faire est d'arrêter de soutenir une structure qui a été construite sur votre silence. Si les gens ne vous appellent la famille que lorsqu'ils ont besoin de votre travail, de votre argent, de votre pardon ou de votre obéissance, ils ne protègent pas l'amour. Ils protègent l'accès. Aider votre famille ne devrait jamais vous obliger à effacer votre propre valeur. L'amour sans respect se transforme en utilisation. La loyauté sans limite se transforme en cage. Et une personne qui a discrètement porté tous les autres mérite plus qu'un merci une fois les dégâts faits. Elle mérite d'être vue avant de s'éloigner. Je n'ai pas regretté d'être parti. J'ai regretté d'être resté assez longtemps pour croire qu'être nécessaire était la même chose qu'être aimé. J'ai regretté chaque fois que j'ai justifié une insulte parce que quelqu'un était stressé, fatigué, ivre, effrayé, ou de la famille. Mais je ne regretterai jamais la photo, le dossier, le silence, ou le matin où ils ont enfin compris que la femme qu'ils appelaient un parasite était la raison pour laquelle tout leur petit monde tenait debout. Alors, si vous avez déjà été la personne qui maintenait tout ensemble pendant que tout le monde vous appelait le problème, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de crier pour prouver votre valeur. Vous n'avez besoin de détruire personne pour rendre la vérité visible. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de partir les mains propres, de garder vos reçus, de vous construire une vie meilleure, et de laisser les gens qui riaient sous la banderole expliquer pourquoi ils vous supplient soudainement de revenir.